Nous sommes en 2019. Une majorité de la population se balade avec du matériel pour enregistrer de la voix ou de la musique avec son téléphone. Mais revenons quelques années en arrière. Presque 60 ans en arrière. Il y avait d'autres outils pour enregistrer, et voici à quoi ressemblait un outil portatif. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fauthentique. Cette fois-ci, je vais vous parler, pour faire suite à mon épisode sur les cassettes audio, je vais parler donc de ce petit enregistreur à bande. Cet enregistreur a été utilisé dans les années 70 et 80 pour interviewer différentes personnes âgées pour la mémoire du patrimoine et donc aussi pour la mémoire musicale du patrimoine, donc pour enregistrer de la musique en plus des voix. Elle a été utilisée dans les années 80 pour faire de la radio. Donc je vous parlerai en premier donc lors de l'historique de cet enregistreur, à quoi il a servi, etc. Ensuite on va faire une petite rapide historique des bandes magnétiques. Ensuite je présenterai cet enregistreur un peu plus en détail. Donc comment il fonctionne, comment l'utiliser, pour ceux qui veulent apprendre à l'utiliser. Il faut savoir que j'ai dû faire une petite rénovation aussi, donc je vais faire quelques photos, vidéos de l'intérieur, de son fonctionnement. Et enfin on va finir par une petite démo de musique libre de droit que j'ai enregistrée à différentes vitesses. Donc on va commencer tout de suite sur l'historique de l'enregistreur. Depuis les années 30, la création de l'enregistrement sur bande magnétique a permis l'enregistrement de concerts et d'interviews pour la radiodiffusion et ensuite la télévision d'une très bonne qualité au prix d'un encombrement assez impressionnant. L'enregistrement magnétique, qui est un enregistrement sur une bande au départ de papier puis ensuite de plastique où on a posé dessus de l'oxyde de fer, permet de garder un enregistrement. Vous voyez ici un magnétophone de la BBC de 1937. Comme vous voyez, l'encombrement est quand même très important. Dans les années 50 sont apparus les premiers enregistreurs portatifs, notamment le Nagra, qui était très utilisé par les différentes radios, donc qui utilisait toujours des lampes à vide miniatures. Et enfin, donc l'apparition des transistors a permis la création d'enregistreurs encore plus petits et encore plus qualitatifs, et surtout le transistor gaspillant beaucoup moins d'énergie que la lampe à vide a permis donc d'économiser beaucoup de place au niveau batterie et d'augmenter sérieusement l'autonomie de ces enregistreurs. Au début des années 60, créé par le baron von Einstein, la société UR créé l'enregistreur UR 4000, qui était donc le premier modèle, qui était un enregistreur portatif, plus léger et beaucoup moins cher que le Nagra, et donc qui n'avait pas la prétention de rivaliser avec les modèles haute fidélité, mais qui a rapidement fait un grand succès et il a été rapidement amélioré de façon à concurrencer ses appareils pro, et donc ces appareils, les UR 4000, ont fait un très grand succès, que ce soit pour les particuliers que pour les professionnels. Cet UR 4000 coûtait quand même le salaire d'un enseignant dans les années 70, c'est-à-dire plus ou moins 1800 € actuels, ce qui fait quelque chose qui n'était pas non plus accessible à toutes les bourses, mais tous ceux qui voulaient enregistrer notamment des interviews pour les radios, faire de l'archivage, faire de l'enregistrement qualitatif de concerts, c'était quand même une pièce de choix puisque c'était fiable, facilement réparable. Donc cet enregistreur, l'UR 4000, son succès aidant, a été décliné en différentes versions, notamment une version pour le cinéma avec une piste donc de synchronisation, une version stéréophonique puisqu'au départ comme le mien il a seulement 2 pistes mono, donc une piste par face. J'expliquerai après le fonctionnement des différentes bandes magnétiques. Il y a eu des versions pour la police, pour différentes radios personnalisées qui avaient des contrôles qui étaient supprimés pour éviter de faire des erreurs de manipulation, et il y avait différents accessoires, différents types de batteries, ainsi qu'un modèle pleine piste. Donc son système d'entraînement de la bande était très qualitatif, et ce qui permettait d'éviter la distorsion du son, comme on peut le voir avec des enregistreurs plus bas de gamme. Avec la création de la compact cassette, donc que je vous avais présenté dans une précédente vidéo en 1964, la qualité des bandes s'améliorant, et avec la création du Walkman Sony et notamment du Walkman Pro qui enregistrait au tout début des années 80, ce genre d'enregistrement sur bande magnétique, que ce soit l'UR ou autre,
ont quasiment disparu, puisqu'on avait une qualité équivalente sur la cassette audio, avec notamment les cassettes chrome, avec un encombrement beaucoup plus réduit, donc beaucoup plus facile à transporter, avec un besoin de piles très réduit, pour une qualité équivalente, notamment pour la radio, même si les bandes magnétiques de ce genre-là, les grosses bandes magnétiques, ont continué à être utilisées en studio plus tard, mais ce genre d'enregistreur portatif a complètement disparu très rapidement dans les années 80. Au niveau des bandes magnétiques, il existait plusieurs formats de bandes magnétiques, plusieurs largeurs et tailles de bobine. Donc ce que prend ce lecteur-là, c'est ce qu'on trouvait à l'époque le plus souvent, c'était le quart de pouce, c'est-à-dire le double en épaisseur de ce qu'on avait sur les cassettes audio. Je vais en sortir une pour vous montrer un petit peu voilà, ce format-là. Si je prends une cassette, comme vous voyez, on a donc là on a deux bandes amorces, mais on voit à peu près l'épaisseur de la bande. Et il existait plusieurs largeurs de bobines. Donc celui-là peut prendre jusqu'aux bobines de 13 cm, mais il existait pour d'autres lecteurs ou répondeurs ou lecteurs un peu plus bas de gamme, il existait des bobines plus petites. Donc que vous voyez ici. Il y a même eu des bobines miniatures qui deviennent compliquées à trouver, notamment celles qui étaient utilisées dans Mission Impossible. On a donc chez ici donc une bobine de 8 cm, 10 cm et les bobines de 13 cm qui sont les plus grosses que peut lire ce lecteur. Elle est dedans d'ailleurs. Voilà. Donc là ça permet de voir un peu comment... Voilà. Les unes sur les autres. Celle-là est même toute neuve. Il existait plusieurs types d'enregistrements. Donc on pouvait enregistrer sur une seule face, donc en largeur complète, en demi-largeur, en quart de largeur pour avoir deux pistes, donc du stéréo. Ce lecteur-là enregistre en demi-largeur, c'est-à-dire on débobine donc tout ce côté et ensuite on inverse les deux. Et on a deux faces. Par contre, il enregistre en mono. Il a existé des enregistrements commerciaux qui n'ont pas été excessivement bien vendus. La qualité était quand même meilleure que le vinyle, à l'exception faite du souffle, comme toutes les bandes magnétiques. Mais on pouvait acheter donc des bandes magnétiques enregistrées, donc comme celle-là, du blues des années 50. Donc on a une jolie boîte, comme vous pouvez voir, avec un enregistrement dessus. Donc pareil, il fallait faire attention au type d'enregistrement. Donc mono, stéréo, sur stéréo, la façon dont elle a été enregistrée et la vitesse d'enregistrement. Je vais vous parler tout de suite après. Donc ici j'en ai trouvé un compatible avec mon lecteur et à un prix accessible puisque la plupart sont quand même très très chers d'occasion. Donc je ne vais pas malheureusement vous le mettre comme c'était prévu au départ puisque les nouvelles règles de YouTube font que j'ai des très grandes chances d'avoir des soucis ensuite. Donc je préfère ne pas le mettre pour l'instant, ou peut-être le mettre sur une chaîne alternative plus tard, le numériser si je peux, mais je préfère pas prendre le risque sur cette vidéo. Donc voilà à quoi ressemblait un enregistrement. Donc, malheureusement j'en ai qu'un. Sinon le gros de l'utilisation c'était quand même en enregistrement vierge, en interview, où on emmenait l'enregistreur avec soi et on enregistrait donc des bandes. J'ai su aussi qu'on pouvait utiliser donc ces bandes là, donc c'est exactement les mêmes que ceux qu'on peut voir dans les films sur les premiers ordinateurs, les gros ordinateurs. Elles étaient d'un peu moins bonne qualité, mais j'ai connu des gens qui ont utilisé, enfin la personne qui a eu cet enregistreur l'utilisait avec des bandes informatiques, ce qui leur permettait d'avoir de la bande très très peu chère comparée à de la bande audio. Par contre c'était suffisant que pour la voix. De nouveau pour la voix et la musique, je montrerai tout à l'heure une comparaison à la fin donc dans l'exemple de fonctionnement, mais je vais en parler tout de suite de cette petite mallette ici, puisque on a ici donc avec marqué 1995 4,7 et 2,8. Il s'agit des vitesses, donc 2,8 cm par seconde, 4,7 cm par seconde, etc. Donc la qualité dite studio était à l'époque de 19, voire de
36 cm par seconde. Donc malgré ce que j'ai entendu sur d'autres choses, la plupart des studios utilisaient du 19 cm par seconde. Par contre sur de la bande pleine taille, donc là ça enregistrait que la moitié de la taille, donc on avait une qualité un peu moins bonne. Mais une bande, d'ailleurs c'est marqué, donc selon la taille de la bande, on a ici le temps que ça correspond. Par exemple pour une 10 cm, nous avons 2,4 à 2,4 cm seconde. Donc ici le plus petit, ça permet d'avoir 90 minutes par face. Donc, je vais le mettre un peu plus, voilà, un peu plus proche, j'espère qu'il fait le point. Il a du mal à faire le point. Si c'est bon. Donc 90 minutes par face, mais qui devient 11 minutes par face si on est à 19 cm par seconde. Bon, bien sûr, plus on enregistre vite, plus on va avoir une meilleure qualité de son dans les sons les plus graves et les plus aigus. Et la différence donc de son aussi au niveau de la dynamique, donc entre les sons les plus forts et les moins forts. Donc selon l'utilisation qu'on va en faire, si on veut juste de la voix, on va prendre l'enregistrement le plus long ou la vitesse intermédiaire. Et si on veut avoir de l'enregistrement de très bonne qualité, on va prendre le 19 cm seconde. Par exemple, Count Basie, je crois que c'est du 3/3 pouces. Ce qui correspond à du 9 cm seconde. Alors, je ne sais pas si j'ai les temps pour les autres bobines, ce n'est pas sûr. Non, je n'ai pas le temps dessus. Alors là, les toutes petites bandes, on arrive à, donc c'est des 60 minutes à la taille la plus basse, et 7,5 minutes, donc ça va vite à 19 cm seconde. Donc après, il suffit de faire des maths, il suffit de trouver plutôt la taille de la bande pour avoir le temps, puisqu'il en existait aussi des plus fines, donc on avait des différentes tailles, comme on avait des cassettes audio de 60 et 90 minutes, avec pourtant une bobine qui avait l'air de taille équivalente, sauf qu'il y en avait des un peu plus fines. On va regarder comment fonctionne l'appareil. Déjà, de sa belle sacoche en cuir, on ouvre, donc on a accès directement quand on est en vadrouille aux différents boutons pour contrôler la lecture et l'enregistrement. Et ensuite, derrière, on a accès à la bande. Donc ici, j'en ai déjà mis une. On va voir tout de suite après comment le rembobiner. Alors déjà, on va l'alimenter donc avec le gros transformateur qui est ici, qui servait aussi de chargeur de la batterie au plomb. Alors maintenant qu'il est alimenté, on va pouvoir l'utiliser. Alors, au niveau des contrôles, c'est assez simple. Start pour lire. Stop pour éteindre. Retour rapide et avance rapide. L'enregistrement que je vais vous montrer tout de suite après, on appuie en même temps sur Start et Record, parce que je ne vais pas le faire sur cette bande là pour l'instant. En bas, on a accès au volume. Là, on est sur le parleur interne. Ici, la tonalité. Lorsqu'on tire, on a accès à la petite loupiote qui éclaire le compteur et le niveau d'enregistrement. Ici, le niveau d'enregistrement. Et ici, les différentes entrées. Donc, micro, l'entrée ligne qui est ici en niveau ligne ou en niveau phono. Ici, l'entrée micro. Et ici, comme vous voyez, un petit levier de vitesse. Donc pour la vitesse la plus basse jusqu'à la vitesse la plus rapide. Sur le côté, je vous ai vu, vous m'avez tout à l'heure vu
brancher l'alimentation. Donc l'alimentation sur le côté, une sortie haut-parleur et ici la sortie ligne, entrée et sortie ligne. Pour installer une bande, alors de temps en temps, surtout quand on a la fin de la bande, la bande est suffisamment lourde, ce qui fait qu'elle se coince, comme ici. Je vais installer la bande la plus petite que j'ai. On fait passer tout autour du mécanisme, on fait passer par la tête de lecture. Et ensuite, le plus compliqué, la faire passer dans la bobine réceptrice, ici. Et faire en sorte que ça puisse tourner. Et voilà, niveau de lecture avec Bob Lyon. L'enregistrement que je ne vais pas faire ici, il suffit d'appuyer sur les deux boutons en même temps. Et donc pause pour mettre en pause. Voilà pour le fonctionnement de ce magnétophone. Maintenant, une petite chose que je voulais vous montrer, que j'étais très impressionné quand j'ai ouvert la boîte. Au fond, le certificat de garantie qu'on trouve toujours sur nos appareils actuels. Alors malheureusement, il n'y a pas la date de fabrication dessus. Ça aurait pu être intéressant. Et le mode d'emploi qui donne beaucoup d'informations, y compris toutes les informations techniques. Donc la bande passante, etc. Le type de bande, comment installer une bande, mais surtout comment nettoyer, comment réparer son appareil. Et si vous êtes coincé au niveau de votre appareil, vous cassez quelque chose, vous avez le circuit technique avec donc tout le circuit électronique, une petite description de son fonctionnement et les différents composants qui sont utilisés. C'est vraiment impressionnant et on voit qu'à l'époque c'était fait pour être réparé et pas vraiment pour être un appareil jetable comme on peut voir maintenant où même les notices techniques sont difficiles à trouver. Ici tout était fourni avec l'appareil. Donc je vais cette fois-ci non pas utiliser l'haut-parleur interne, mais directement en sortie ligne pour que vous puissiez apprécier la qualité de lecture, puisque comme vous avez pu entendre ici sur l'haut-parleur, la qualité n'est pas extraordinaire. Et vous pourrez juger de vous-même. Alors au niveau des caractéristiques techniques, il est censé enregistrer quand on est à 19 cm par seconde, à 56 décibels, et de 40 Hz à 20 000 Hz pour la version pleine hauteur. Donc là, vu que j'ai la version demi-hauteur, on est à 16 000 Hz, c'est-à-dire comme une cassette superférique. Donc on démarre tout de suite par la vitesse la plus lente de... Ensuite on continue par le 4,7.
9,5. Et enfin, le plus long qu'on peut accepter ce lecteur, le 19 cm/s. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo de Tech Antique sur le UR4000 Report IC. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un appareil très intéressant à voir 40 ans après son utilisation. Un appareil qui est devenu plutôt rare, c'était moi la première fois que j'en voyais un, alors que c'était apparemment quelque chose d'assez commun dans les années 70. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Il y aura d'autres vidéos sur ce type de sujet très bientôt. Et sur ce, amusez-vous, soyez antiques et authentiques, à bientôt!